Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo de cours, un chapitre important, un nombre dérivé, la notion de tangente à une courbe. Alors au programme, qu'est-ce que nous allons faire? Dans un premier temps, on va définir ce qu'on appelle un taux de variation d'une fonction entre deux réels distincts. Ensuite, on va définir le nombre dérivé d'une fonction. On va aussi définir ce que c'est qu'une fonction qui est dérivable en un réel et quel est le nombre dérivé de cette fonction en ce réel. Et enfin, nous terminerons par la notion de tangente, qui est une notion géométrique, et on verra le lien justement avec le nombre dérivé. Donc tout un programme, j'espère que vous êtes bien accrochés. Alors tout d'abord, dans ce chapitre, f va désigner une fonction qui est définie sur un intervalle. Alors, c'est déjà parfois important de comprendre ce que c'est qu'un intervalle. C'est tout simplement, par exemple, quand vous définissez l'intervalle, par exemple, entre deux réels, l'intervalle AB, par exemple, je sais pas, moi, l'intervalle entre 1 et 3, d'accord? Ça peut être aussi un intervalle, par exemple, tous les réels positifs, par exemple l'intervalle de 0 à plus l'infini. Ça peut être, par exemple, tous les réels négatifs, de moins l'infini à 0. Voilà. On peut exclure même le 0 ici. Voilà, c'est ça un intervalle de valeurs. Et le plus grand intervalle possible, en fait, c'est l'ensemble des réels. Parce que, en fait, vous pouvez l'écrire de cette manière-là, en disant que c'est que c'est l'intervalle de moins l'infini exclu à plus l'infini exclu. Donc déjà, il faut bien comprendre que quand notre fonction, elle sera définie systématiquement sur un intervalle ou une union d'intervalles, plusieurs intervalles. On notera C de f, la courbe représentative dans un repère du plan. Et enfin, A et B vont désigner des nombres réels. Alors, ça sera très important qu'ils soient distincts et qu'ils appartiennent à l'intervalle I. Vous verrez pourquoi c'est important qu'ils soient distincts. Parce que quand A est égal à B, justement, il y a des choses que l'on va définir qui n'auront pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'on appelle taux de variation d'une fonction f, justement, entre deux réels A et B? Et bien, ça va être ce quotient-là, le quotient f de b moins f de a sur b moins a. Dit autrement, c'est la différence des images sur la différence des abscisses, d'accord? Et alors, ça va correspondre à quoi, conceptuellement? Et ben, on va essayer de voir ça de suite avec une courbe représentative, mais on va placer les points A et B sur la courbe représentative de f. Alors, je pourrais peut-être faire une sorte de courbe. Alors, on va imaginer, par exemple, qu'on ait une courbe qui représente une fonction. Voilà, C de f. On va peut-être placer un repère, parce que pour parler de coordonnées, il faut toujours parler de repère. Donc voilà mon repère. Ça, c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et par exemple, ici, on va prendre deux points. Donc, par exemple, le point A sur la courbe et le point B. Alors, j'aurais peut-être pas dû le laisser ici. Hop, je vais essayer de le mettre... allez, là, par exemple. Allez, pourquoi pas. Et en fait, ici, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand vous êtes sur une courbe qui représente une fonction, il faut bien comprendre que votre courbe représentative de f, elle admet comme équation y égale f de x. Ce qui signifie quoi dans la pratique? Ça signifie que les ordonnées d'un point, c'est l'image par leur abscisse. Et ça a comme conséquence qu'en réalité, si vous voulez vous repérer sur une courbe qui représente une fonction, en fait, il vous suffit de préciser l'abscisse. Vous n'êtes pas obligé de préciser l'ordonnée. Parce qu'en fait, quand vous dites le point d'abscisse A sur une courbe, automatiquement, son ordonnée, c'est f de A. Quand vous dites le point B d'abscisse B d'une courbe, automatiquement, son ordonnée, c'est f de B. Et remarquez bien qu'on fait quand même une distinction entre A minuscule et A majuscule. Le A majuscule, c'est le point géométrique. Le A minuscule, ça va être l'abscisse de ce point. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le taux de variation, f de b moins f de a sur b moins a, en réalité, ça va correspondre... Alors, est-ce que je vais avoir suffisamment de couleurs pour le faire? Ça va correspondre, en fait, à la droite AB. Alors, je vais essayer de la tracer correctement. Voilà. Ça va correspondre à la pente de cette droite AB, tout simplement. Allez, regardons un premier exemple. Alors, on va regarder, par exemple, la fonction carré. Et on nous demande, dans un premier temps, de calculer le taux de variation de la fonction carré. Alors, juste quand même pour bien expliquer, la fonction carré, elle est représentée par cette parabole. D'accord?
On va regarder le taux de variation entre le point d'abscisse moins 1, donc que j'ai noté A, et le point d'abscisse 0, que j'ai noté B. Et on va tout simplement faire la définition. On va calculer ce taux de variation. Donc ici, allez, on va fixer A égale à moins 1 et B égale à 0. Et on va calculer notre taux de variation. Donc, f de B moins f de A sur B moins A. Et bien ici, ça donne tout simplement f de 0 moins f de moins 1 divisé par 0 moins moins 1. Alors ici, c'est important de calculer à la fois f de 0 et f de moins 1. Bon, ben f de 0, c'est tout simplement l'image par 0 de la fonction f. Donc c'est 0 au carré. Ça fait 0. F de moins 1, ben, c'est tout simplement l'image de moins 1 par la fonction carré. Bon, ben ça fait 1. Donc finalement, mon taux de variation, ça fait quoi? Ça fait 0 moins 1. Et au dénominateur, 0 moins moins 1, ça fait 1. Donc au final, mon taux de variation, on va trouver qu'il est égal à moins 1. Le taux de variation de f entre moins 1 et 0, eh ben, c'est tout simplement moins 1. Alors justement, à quoi ça va correspondre géométriquement? Géométriquement, ça va correspondre justement à la pente de la droite AB. De cette droite-là. Et effectivement, on se rend compte que cette droite, elle admet bien comme pente moins 1 visuellement, puisque quand vous vous décalez de A vers B, si vous regardez en fait le vecteur directeur AB, ben le vecteur directeur AB, les deux coordonnées 1, on se déplace de 1 en abscisse pour aller de A à B, et moins 1 en ordonnée. Et donc c'est bien en fait le moins 1 est bien la pente de la droite AB. Ok ? Petite remarque importante, c'est est-ce que c'est grave si on avait fait, par exemple, f de A moins f de B sur A moins B. C'est-à-dire que quand on fait un taux de variation d'une fonction f entre A et B, c'est quoi le lien avec le taux de variation de f entre B et A, si on intervertit A et B? Bon, bah en réalité, bon là j'ai fait tous les calculs, hein, c'est f de moins 1 moins f de 0 sur, cette fois-ci, moins 1 moins 0. f de moins 1, eh ben on avait calculé que c'était 1, f de 0 c'était 0. Et là on obtient moins 1. Et en fait, on s'aperçoit qu'au numérateur, comme on a échangé les deux termes dans la soustraction, on a l'opposé du précédent numérateur, mais pareil, au dénominateur, on a échangé, on a interverti les termes, et donc du coup, au dénominateur, on a aussi multiplié le dénominateur par moins 1. Donc, bilan des courses, on a multiplié numérateur et dénominateur par le même nombre moins 1, donc en réalité, on n'a pas changé le quotient. Et donc on s'aperçoit que ça va aussi faire moins 1. Donc ça veut dire que le taux de variation de f, en fait, l'ordre de A et B n'est pas très grave. Par contre, c'est très grave, alors ici ça se voit pas, mais c'est très grave si vous intervertissez par contre image et antécédent, c'est-à-dire numérateur et dénominateur. Et autre chose qui est important de comprendre, c'est pourquoi finalement dans les définitions on dit qu'on veut que A soit différent de B. Bah, la raison est toute simple, c'est que si A est égal à B, bah, vous divisez par 0. Or, on n'a pas le droit de diviser par 0 en mathématiques. Donc un taux de variation de f entre A et B n'a de sens que si A et B sont distincts. D'accord? Et une autre raison, c'est que bah, si vous avez A égale B, le réel A égale au réel B, bah, c'est-à-dire que les points A et B sont confondus. Et là, c'est compliqué de tracer la droite AB. Vous voyez? Si je vous dis que ce point, c'est à la fois le point A et le point B, ben en fait, il existe plein de droites. Vous allez me dire qu'il y a peut-être cette droite-là, effectivement, qui passe par les points A et B. Mais vous avez aussi, par exemple, cette droite-là. Vous voyez? Et donc, en réalité, quand une droite, pour la définir, il vous faut deux points distincts. Donc, encore une fois, c'est important de comprendre que les réels A et B doivent être distincts. Alors, une fois qu'on a calculé les taux de variation, on va essayer de voir ce qui va se passer. On va voir déjà que H, dans ce paragraphe, ça désigne un nombre réel non nul.
Alors, il peut être positif ou négatif. Vous allez voir que dans un premier temps, on va souvent traiter le cas où h est strictement positif, mais on verra que ça a du sens aussi pour h strictement négatif. Bon, le réel a, c'est comme d'habitude, c'est un réel qui appartient à l'intervalle. Et en fait, on va regarder h tel que aussi a plus h appartiennent à l'intervalle i. Alors, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la grande idée, c'est qu'on va reprendre notre taux de variation, et en fait, on va définir b comme étant a plus h. On va tout d'abord faire la démonstration. Quel est le taux de variation de f entre a et a plus h? Eh ben, on reprend la définition. On a vu que c'était f de b moins f de a sur b moins a, où on a dit que b c'était a plus h, donc on va tout simplement remplacer b par a plus h. Et b moins a, bah en fait, c'est quoi? C'est a plus h moins h. Alors, il faut bien comprendre que ici, h différent de 0, en fait, c'est équivalent à dire que a est différent de b. Donc, encore une fois, c'est très important parce que sinon, vous allez... Alors, là, j'ai peut-être marqué une bêtise. Ici, c'est pas h, c'est a. A plus h moins a. Et c'est très important, pourquoi? Parce que sinon, vous voyez, dans ce taux que je vais simplifier, qui est tout simplement f de a plus h moins f de a, et bien ici, on divise par h, et encore une fois, en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par 0. Vous allez voir que justement, tout le chapitre revient finalement à expliquer pourquoi que justement ça nous embête, qu'on ne peut pas diviser par h égale à 0, on va essayer de trouver un moyen détourné. Si on devait faire l'axe des réels, voyez, vous prenez par exemple le point A ici, vous prenez un point B ici, ben en réalité, si ce point B, vous dites que c'est A plus H, ben finalement, votre H, en réalité, c'est alors, c'est pas tout à fait une longueur, parce que ça sera dans le cas où H est positif, et si H est négatif, on va se retrouver avec un point B, parce que ça fait A plus un négatif, qui sera plus petit que B. Plus petit que A, pardon, excusez-moi. Mais globalement, le H, ça correspond en fait à la distance relative, c'est-à-dire que c'est positif si B est plus grand que A, négatif si B est plus petit que A, que l'on a entre A et B. Et on fait ça parce qu'en fait, on veut fixer le point A, et en fait, on veut rendre le point B mobile. Alors, faisons un petit calcul. On va calculer donc toujours cette fonction carrée. Vous allez voir que j'aime bien cette fonction carrée dans ce chapitre, parce qu'elle n'est pas trop simple, mais elle n'est pas trop compliquée non plus. Et on va vouloir, donc, avec h différent de 0, calculer le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h. Donc, en fait, c'est f de moins 1 plus h, moins f de moins 1. Et en fait, au lieu de diviser par moins 1 plus h, moins 1, en fait, on a vu dans le cours que c'est directement divisé par h. Ça, on va le noter t de h. C'est notre fameux taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h. Et là, on nous demande de le calculer et de simplifier, parce qu'effectivement, ici, la fonction f, on sait que c'est la fonction carrée. Donc, on va essayer de simplifier tout ça. C'est-à-dire qu'on va commencer peut-être par f de moins 1, c'est peut-être le plus simple. C'est moins 1 au carré, ça fait 1. Et on va aussi calculer f de moins 1 plus h, qui est en fait le carré de moins 1 plus h. Bon, bah, on n'a rien sans rien. Là, il va falloir développer. Donc, ça va être moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1 fois h, plus h au carré. Je rappelle que nous avons nos fameuses identités remarquables. Nous avons le fameux a plus b au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc voilà pour le petit encart rappel que l'on a besoin ici. Et ici, en fait, on a appliqué pour a égale à moins 1 et b égale à h. Finalement, maintenant qu'on a ça, ben on va peut-être pouvoir essayer de simplifier l'écriture de t de h. Donc ici, bon, j'aurais même pu continuer à simplifier ici en disant que c'est par exemple 1 moins 2h plus h carré. D'accord? Ça, c'est f de moins 1 plus h. Bon, ben, t de h, ça va être 1 moins 2h plus h carré moins 1. Je rappelle encore une fois que l'idée va être de simplifier cette écriture. On voudrait la rendre la plus simple possible.
Et l'idée, c'est on développe et on réduit. Bon, là, vous voyez déjà que les 1 vont se simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 2h plus h carré sur h. Et on peut rendre ça encore plus simple en remarquant qu'on va pouvoir simplifier les h. Ici, en fait, vous pouvez remarquer, vous pouvez décomposer votre quotient en une somme de 2 quotients de cette manière-là. Alors, si vous n'êtes pas convaincu dans le sens de calcul que je fais, vous pouvez aller dans l'autre sens. Je vous rappelle que, alors hop, on va faire encore un petit encart rappel, que quand vous avez, alors là, il faut faire attention, il faut que C soit différent de 0 pour que ça ait du sens. Et si vous avez du A sur C plus B sur C, vous avez le droit de dire que c'est A plus B, le tout sur C. Voilà. Et du coup, notre T de H, on va quand même pouvoir le simplifier, parce que moins 2H sur H, en fait, on va pouvoir simplifier les réels H que l'on a au numérateur et au dénominateur. Et de la même manière, en fait, H au carré, vous allez voir que c'est H fois H. Donc en gros, on va pouvoir simplifier aussi dans le deuxième quotient. On peut le faire parce que, encore une fois, H, et ça c'est très très important, H est différent de 0. Là, c'est excessivement important d'avoir compris qu'on a le droit de faire ça parce que H est différent de 0. Et on obtient moins 2 plus H. Donc on obtient quelque chose qui n'est pas forcément si horrible que ça. Et surtout, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez calculé une famille de taux de variation. C'est-à-dire que, quand on a fait l'effort de simplifier, en fait, je peux calculer aussi simplement maintenant t de 1, c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1, que t de 0,1, que t de 1 milliard. Je peux tous les calculer très facilement en utilisant cette expression. Et vous allez voir que c'est ce qu'on va faire un petit peu plus tard dans le chapitre. On n'a pas fait ça de manière totalement gratuite. Mais ici, il faut bien comprendre que finalement, notre fameux réel où on étudie, en fait, ici, c'est a égale à moins 1. On a étudié pour a égale à moins 1 dans cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'on a une fonction qui est dérivable en a? Ça veut dire qu'on va calculer le taux de variation de f entre a et a plus h. Je précise que a, en fait, il est fixé dans cette histoire, et que h ne peut pas être égal à 0, mais que c'est quelque chose de variable. Et on va voir une nouvelle notion, c'est la notion de tendre. Qu'est-ce que ça veut dire que h tend vers 0? Ça veut dire que h, il se rapproche de 0 autant que l'on veut. Mais donc, par exemple, je peux dire que le stylo de ma tablette, je vais mettre un obstacle, mais là, le stylo se rapproche du micro. Mais il ne se rapproche pas autant que je veux, parce que j'ai mis une sorte de distance, un obstacle, qui empêche mon stylo de tendre vers le micro. Tendre, ça veut dire à la fois se rapprocher, mais se rapprocher autant que l'on veut, sans nécessairement le toucher. On va voir que h, justement, par définition, il est différent de 0. Donc on peut se rapprocher autant que l'on veut. Là, si je zoomais, je pourrais encore me rapprocher, etc. Mais pas forcément en atteignant le micro. Mais c'est en évitant cette situation où vous avez une barrière qui vous dit vous ne pouvez pas être à moins de 10 cm du micro. Tendre, ça veut dire se rapprocher autant que l'on veut. Donc c'est une nuance importante. Ça, c'est assez important à bien le conceptualiser. Et ce qu'on va dire, c'est que quand h tend vers 0, on va regarder comment évolue ce fameux taux de variation. C'est pour ça que dans l'exemple précédent, on l'a simplifié. Vous allez comprendre que la simplification, heureusement qu'on l'a faite. Et on va essayer de voir comment évolue ce taux de variation. Et en fait, vous allez voir que dans la pratique, ce taux de variation, il va tendre vers un nombre réel, il va tendre vers une constante, vers 2, vers 3, vers quelque chose. C'est pas obligatoire, parce qu'en fait, ça aurait très bien pu, par exemple, avoir des valeurs qui deviennent de plus en plus grandes, par exemple 10, 100, 1000, 1 milliard. Là, en fait, ça ne se rapproche d'aucune valeur. Par contre, si vous obtenez, par exemple, à chaque fois que vous calculez de proche en proche, vous trouvez par exemple 2,1, 2,01, 2,001, vous allez dire que votre taux de variation, il semble tendre vers 2. D'accord? Alors, attention, en mathématiques, les flèches, elles sont stylisées, en particulier, vous risquez de confondre cette flèche, que j'utilise pas mal, et cette flèche. Cette flèche, c'est la flèche qu'on va utiliser pour marquer tendre. Cette flèche-là, avec le petit tiret vertical, c'est la flèche pour dire associé. C'est quand on définit une fonction, par exemple la fonction carré, on dit que c'est la fonction qui a x associe x au carré. Cette flèche tendre, nous on va l'utiliser par exemple pour dire quand h tend vers 0.
ou pour dire, par exemple, comme ici, notre taux de variation tend vers un nombre. Alors, f' de a, vous allez voir, c'est une nouvelle notation, mais c'est le nombre, justement, s'il existe, vers lequel le taux de variation va tendre. Alors, c'est en lien avec la fonction f, c'est en lien avec a, mais on verra que ça n'est pas l'image de a, ça n'est pas f de a. Et donc, pour pouvoir le distinguer, bien que ça dépende de la fonction de départ et du réel a que l'on a fixé, ben on veut préciser que ça en fonction de f et de a, mais que c'est pas f de a. Et ben du coup, on va mettre ce petit prime. Ce f' de a, ça veut dire justement nombre dérivé de f en a, qui n'a de sens que si la fonction est dérivable en a. Et la fonction est dérivable en a si justement ce taux de variation, quand h tend vers 0, admet une limite, admet un nombre réel comme limite. Alors on va voir ça sur un exemple. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait dit qu'on avait f2, on avait étudié la fonction f, qui a x associé x au carré, d'accord? Et on avait étudié le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h, d'accord? Donc c'était f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. On l'avait noté t de h, et on avait travaillé dur pour dire que c'était égal à moins 2 plus h. Attention, et là c'est très important de le comprendre, h, il ne peut pas être égal à 0. Alors c'est important de le préciser parce que quand on voit t de h égale à moins 2 plus h, on se dit oui mais d'accord, mais là je peux remplacer h par 0, il n'y a aucun problème. Ben non, parce qu'en fait, au départ, initialement, c'était un quotient dont le dénominateur c'était h, et en fait on n'a pas le droit de remplacer h par 0. Même si c'est quelque chose qu'on a très très envie de faire, quoi. Enfin, on a vraiment envie de remplacer h par 0. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que t de h n'était pas défini pour h égale à 0. Par contre, ce que l'on peut faire, puisqu'on a tellement envie de remplacer h par 0, on ne peut pas le remplacer, mais on peut faire l'histoire du stylo. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, au lieu de prendre h égale à 0, je vais pouvoir faire tendre h vers 0 et voir comment évolue mon taux de variation. Et là, intuitivement, bah, quand h tend vers 0, moins 2 plus h, bah, il va tendre vers moins 2. Alors, je vous ai fait des petits tableaux de valeurs pour un peu illustrer cette évolution de t de h quand h tend vers 0, mais en fait, moins 2 plus h, quand h tend vers 0, le h tend vers 0, c'est ce qui va jouer presque le rôle de h égale à 0, mais on n'a pas le droit de faire h égale à 0, bah, quand h tend vers 0, moins 2 plus h tend vers moins 2. Il ne va jamais être égal à moins 2, mais en fait, il va être aussi proche que l'on veut de moins 2. Donc là, par exemple, je vous ai fait un tableau de variation avec h qui vaut 1, puis 1 dixième, puis 1 centième, puis 1 millième, puis 1 dix millième. Regardons comment évolue t de h. Ben, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ok, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est celui qu'on avait calculé dans le tout premier exemple. Il me semble, parce qu'entre moins 1 et moins 1 plus h, justement, quand vous avez h égale à 1, c'est le taux de variation entre moins 1 et 0. Ensuite, quand vous prenez h égale à 0,1, bah c'est moins 2 plus 0,1. D'accord? Le calcul ici, moins 2 plus 0,1. Et ça nous donne quoi? Bah ça nous donne moins 1,9. Et on continue. Si on fait moins 2 plus 1 centième, ça va nous donner moins 1,99. Moins 2 plus 1 millième, ça va nous faire moins 1,999. Moins 2 plus 1 dix millième, ça nous fait moins 1,9999. Et on voit à travers ce tableau de valeurs, qui n'est pas une démonstration, qui est juste une conjecture, en gros, que quand h tend vers 0, bah, moins 2 plus h, bah oui, il tend vers moins 2. Il se rapproche autant que l'on veut de moins 2. Qu'est-ce qui se passe si h est négatif? Et on essaiera de... Ça a du sens, en fait, on n'a jamais dit que h était positif. On fait la même chose. Moins 2 plus h, ça va faire moins 2 moins 1, ici. Ben, moins 2 moins 1, ça va être égal à moins 3. Maintenant, on va faire moins 2 plus moins 0,1, ben, ça va nous faire moins 2,1. Moins 2 plus 1 centième, moins 2,01, et ainsi de suite. Voyez. Et encore une fois, on observe que moins 2 plus h, quand h tend vers 0, tend vers moins 2. Quand h tend vers 0, t de h admet moins 2 comme valeur limite. Comment j'aurais pu écrire ça? Ben, j'aurais pu aussi écrire que t de h tend vers moins 2 quand h tend vers 0. Bon, on verra en terminale une autre notation, notation avec lim.
on marquera que quand h tend vers 0, ben t de h va tendre vers moins 2. C'est aussi une notation, les deux notations, vous pouvez utiliser les deux notations. Alors, est-ce qu'il est vrai que la fonction x au carré est dérivable en moins 1 ? Ben justement, t de h, c'est précisément le taux de variation de f entre moins 1 et moins 1 plus h. Et justement, s'il admet une limite quand h tend vers 0, ben, par définition, ça veut dire que f est dérivable en moins 1. Et le nombre dérivé, qu'on va noter f' de moins 1, et c'est précisément la valeur vers laquelle va tendre le taux de variation, ici, c'est moins 2. Donc on a démontré sur cet exemple, qu'est-ce que ça veut dire que la fonction est dérivable en moins 1, on a démontré qu'elle était dérivable en moins 1. On verra que avant de donner un nombre dérivé, il faut toujours en fait démontrer que la fonction est dérivable. Ou faire attention à qu'elle soit bien dérivable. Et on a bien défini ce nombre dérivé qui est moins 2. Alors on va définir la notion de tangente. Notion de tangente à une courbe, c'est une notion géométrique. Dans le plan, on va considérer une courbe, alors n'importe laquelle, dans la pratique, dans notre chapitre, ça sera la courbe représentative d'une fonction, et deux points qui appartiennent à cette courbe. Alors il faut bien imaginer qu'un des points est fixé, on va dire que le point A est fixé, et que B, en fait, c'est un point qui est variable, qui va parcourir la courbe, et on va faire en sorte, et ça c'est peut-être pas explicité, mais on veut faire aussi en sorte que les points A et B soient distincts. On ne veut pas qu'ils soient confondus. D'accord ? Il ne faut pas que A soit égal à B. Bon, bah, ce qu'on va appeler tangente, c'est une droite déjà, et c'est une droite particulière qui correspond en fait à la position limite, quand elle existe, de la droite AB. Lorsque B, en fait, va tendre vers le point A, c'est-à-dire se rapprocher autant que l'on veut de notre point A. Alors, il existe un exemple qui est important, ce qu'on appelle la tangente à un cercle. Donc ici, en fait, on a une droite, la droite AB, d'accord ? Le point A, il est fixé, le point B va se balader tranquillement sur mon cercle. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe quand B se rapproche de A ? Ben, quand B se rapproche de A, ben, on a l'impression que la droite AB, elle admet une position limite. Position limite qui serait, en fait, une droite horizontale, entre guillemets, passant par le point A. Qu'est-ce qui se passe si B est sur A ? Si je prends B pile sur A, eh ben, il se passe que le logiciel, en fait, il n'arrive plus à tracer la droite AB, pour lui, ça n'est plus défini, et donc il m'efface, entre guillemets, cette droite. Donc en réalité, j'ai toujours une droite AB, quel que soit le positionnement de B, alors en fait, carrément sur le cercle, hein, on est bien d'accord, hein, carrément sur le cercle, mais, on va zoomer autour de A, on observe qu'on a une position limite, et ben cette position limite, c'est ce qu'on appelle la tangente. Donc j'ai fait apparaître en pointillé, et en fait, vous voyez, quand B est proche de A, on a l'impression que la droite AB va se confondre avec la droite que j'ai mis en pointillé, et en fait, cette droite en pointillé correspondrait en fait à la droite manquante quand B serait exactement sur A. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et donc, du coup, bah, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'ai mis en pointillé, bah, c'est justement la tangente du cercle, C, au point A, d'accord ? Et ça correspond effectivement à la position limite de la droite AB quand B, en fait, se rapproche de A. Il s'avère qu'on peut rapprocher B autant que l'on veut de A, en zoomant, mais quand B pile sur A, en fait, ma droite que j'avais disparaît, et en réalité, on a une sorte de position fantomatique qui est en réalité la tangente au point. Donc ça, c'est important de comprendre cette idée, de comprendre que la notion de tangente, au final, au départ, c'est en fait quelque chose de géométrique. C'est une définition qui est purement géométrique. Alors, théorème qui va être admis, on va considérer une fonction qui est dérivable en un réel A, donc ça veut dire que le taux de variation de f entre A et A plus h, quand h tend vers 0, admet une limite finie, qu'on appelle f' de A, voire le paragraphe 2, et bien si notre fonction est dérivable, la courbe représentative de la fonction, elle admet une tangente au point A d'abscisse A, qu'on va noter T de A. Alors, il faut bien comprendre qu'on va, pour l'instant, étudier en un point, mais qu'en réalité, dans la pratique, une courbe, elle admet plein de tangentes. En fait, elle admet des tangentes différentes suivant le point que vous fixez. Tangente, ça vient du latin tangenter, qui veut dire toucher. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. D'ailleurs, si on revient sur l'exemple du cercle, vous voyez, avec la tangente que j'ai mis en
en pointillé, bah, vous observez bien qu'il y a un point de contact. Le point de contact, c'est justement le point que l'on a fixé. D'accord? Et d'une autre manière aussi, c'est un petit peu comme si ça épousait, entre guillemets, le cercle. Vous allez voir que dans la pratique, c'est si je veux tracer un cercle qui passe par A et que je veux bien le faire, si on part du point A, vous voyez, en fait, il faut suivre la direction de la tangente pour qu'on fasse quelque chose de correct. Ça nous aide en fait à faire, on peut le voir comme un guide de tracé. Donc ici, on admet que si la fonction est dérivable en un réel A, la courbe elle admet une tangente, et cette tangente, ben, par définition, elle va passer par le point A, c'est d'où son nom, tangenté, qui veut dire passer par, et une fois que vous avez dit que vous passez par un point, ben en fait, il faut aussi définir la pente de cette tangente, et la pente de cette tangente, ben ça va être en fait le nombre dérivé f' de A. Et justement, c'est pour ça qu'on calcule f' de A, c'est ce qui va nous permettre de calculer la pente de notre tangente. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe avec un exemple de courbe représentative. Donc la courbe, là j'ai regardé la courbe représentative de la fonction carré, qui est représentée par la parabole qui est en verte. Ici, j'ai fixé mon point A. Donc mon point A, il est fixé, il est d'abscisse A égale à moins 1, ça je ne vais pas le modifier. Et le point B, en fait, je vais le rendre... Alors le point B, c'est le point de coordonnée moins 1 plus H. Par exemple, pour H égale à 1, ben, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc c'est le point qui est sur la courbe représentative de la fonction carré, et qui est d'abscisse A plus H. Et qu'est-ce qui va se passer quand B est pile sur 0? Ben, ma droite, en fait, elle disparaît. La droite, en fait, de logiciel, et nous non plus, on n'est pas capable, en fait, de tracer la droite AB. Parce qu'une droite est définie par deux points distincts. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, en fait, le point B qui se balade sur la courbe, et de dire qu'est-ce qui se passe quand B est très proche de A. Et bien, quand B est très proche de A, ben, on observe qu'en fait, on a une position limite, et vous voyez qu'il disparaît. On aurait envie, en fait, ici, vous voyez, dans l'animation, de créer une image manquante, quoi. Vous voyez, vous avez une sorte d'image qui manque. Ben, cette image qui manque, cette position qui manque, ben, c'est précisément notre tangente, que je vais mettre ici en pointillé, vous voyez. Si ici, je refais au ralenti, ben, l'image qui manque, eh ben, c'était précisément cette position de la tangente. Et donc, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que comment moi j'ai fait dans cet exemple pour déterminer la tangente, ben justement, j'ai démontré que ma fonction était dérivable en moins 1. J'ai calculé, quand j'ai calculé la limite du taux de variation, j'avais retrouvé, si vous vous rappelez bien, moins 2. Et en fait, je vais dire que la tangente, c'est la droite qui passe par le point A et qui admet comme pente moins 2. Et c'est elle qui va être ma fameuse tangente. Mais il faut bien comprendre que géométriquement, ça correspond à cette position limite quand le point B se rapproche autant que l'on veut du point A, c'est-à-dire quand H tend vers 0. Retournons sur notre exemple. Eh ben, on avait vu que, comme je viens de vous le dire, que d'après le théorème précédent, ben, on a vu donc ça ici, vous avez en fait la courbe qui représente la fonction carré. Nous, on va essayer de tracer correctement, sans utiliser de logiciel de géométrie dynamique, cette tangente. Et finalement, on sait quoi? On sait que la tangente, c'est au point A. D'accord? Le point A, c'est le point d'abscisse moins 1, c'est ce fameux point-là. Voilà le point A, d'abscisse moins 1. Hein, ce que vous avez en vert, c'est la courbe représentative de notre fonction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tangente, elle passe par le point A, et on sait surtout que la tangente, elle admet comme vecteur directeur moins 1, moins 2. Donc, si je sais que ça admet comme vecteur directeur moins 1, moins 2, je peux essayer de m'aider d'un vecteur directeur. On va essayer de tracer le vecteur U avec un représentant qui démarre en A. Et une fois que j'ai réussi donc à tracer mon vecteur de coordonnées 1, moins 2, en fait, il va m'être très très facile de tracer la tangente, tout simplement. Je vais essayer de m'en sortir, c'est pas évident. Hop, et on va tracer des deux côtés. Voilà. Et là, ce que j'ai tracé en noir, c'est la tangente au point d'abscisse A de ma courbe représentative. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, des tangentes, vous en avez toute une collection. Hein. Il ne faut pas croire que vous avez qu'une seule tangente à une courbe. Il faut bien comprendre ça. Alors pourquoi? Je vais reprendre mon exemple.
Et si vous regardez ici, donc j'avais tracé une tangente au point A. Et par exemple, si je modifie la position de A, vous voyez, donc ici, en fait, j'ai plein de tangentes, vous voyez, à la courbe, en fait, on verra plus tard que la fonction x au carré, en fait, elle est dérivable sur R, ça veut dire qu'en tout point de la courbe, on admet une tangente, et en fait, bon, bah, à chaque fois, il faut refaire le taux de variation pour pouvoir déterminer cette tangente. Le point de contact, il change, et la pente, elle change en fonction du nombre dérivé. Pour conclure cela, ben, on va avoir une formule très importante qui va nous permettre d'obtenir l'équation réduite d'une tangente au point d'abscisse A. Donc attention, je vous rappelle que quand vous avez un A minuscule, c'est l'abscisse du point. Donc ici, ça sera Y. Je vous rappelle que Y et X, ça a un statut un petit peu particulier. Ça a un statut de variable, ça a un statut en fait de coordonnées de points, d'accord, dans une équation. Alors que ici, ben, A, bah, ça va être justement une constante, comme tout à l'heure, moins 1. F de A, ça va être aussi une constante, parce que c'est l'image de moins 1 par la fonction f. Et f' de A, ça va être aussi une constante. Par exemple, dans l'exemple précédent, c'était moins 2. Donc il faut bien comprendre qu'à part x et y, tout le reste, ce sont des constantes. Donc, ben, regardons sur l'exemple précédent. Alors, je vous rappelle que dans l'exemple précédent, la fonction en jeu, c'est la fonction carré. D'accord ? Le point A, c'est le point, en fait, d'abscisse A égale à moins 1. Donc ça, c'est très important. Et donc, on va déjà regarder notre équation en remplaçant, et je vous conseille de le faire, d'abord A par moins 1. Donc on a Y, qui est une variable, égale f' de moins 1, fois x moins moins 1, attention, plus f de moins 1. Et maintenant, on va essayer de calculer tout ce qu'on peut calculer. Donc, je vous rappelle que f de moins 1, c'est tout simplement moins 1 au carré, c'est 1. Et f' de moins 1, c'était précisément le nombre dérivé de la fonction carré en moins 1. On avait démontré que c'était moins 2. Donc maintenant, on va remplacer dans cette équation f' de moins 1 par le nombre dérivé, moins 2. Bon, x moins moins 1, on va le simplifier, ça fait x plus 1. Et f de moins 1, on va le remplacer par son image, c'est-à-dire plus 1. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'on peut développer, tout simplement. Et qu'on va bien obtenir une équation de droite. Vous voyez, on va obtenir, quand on développe le moins 2, on va obtenir moins 2x plus moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2, plus 1. Et on n'a plus qu'à réduire cette équation pour obtenir y égale moins 2x moins 1. Ce qui était bien ce que l'on observait dans les exemples précédents. Regardons un petit peu. Vous voyez, c'était bien, ici, on avait bien l'ordonnée à l'origine qui était à moins 1. C'est bien l'équation de cette droite, de cette fameuse tangente au point d'abscisse moins 1 que l'on est en train de déterminer. Et donc voilà l'équation de cette fameuse tangente que l'on a réussi à calculer grâce au nombre dérivé, qu'on a réussi à déterminer grâce au nombre dérivé. Bon pour finir, je vous présente la démonstration. Alors la démonstration, elle vient vraiment en fait de dire que une tangente, c'est deux choses. C'est la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé. Et la deuxième chose, c'est le point de contact, c'est le point A, donc ça doit passer par A. Donc, on dit qu'une tangente, c'est une droite, donc elle admet comme équation réduite de la forme y égale mx plus p. Et ce que l'on veut déterminer, c'est m et p. Bon, on sait que par définition, la pente de la tangente, alors c'est pas par définition, c'est par théorème, quand la fonction est dérivable, on sait que la pente, c'est f' de a. Donc on a m égale f' de a. Donc finalement, notre équation, déjà, c'est y égale f' de a fois x plus p. F' de a, n'ayez pas peur, c'est une constante. Maintenant, le seul que vous avez à déterminer, en fait, c'est le réel p. Il n'y a plus que p à déterminer. Pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire ? On a le droit de remplacer x par l'abscisse d'un point qui appartient à la droite, et y par l'ordonnée d'un point qui passe à la droite. Or, il s'avère que le point A, c'est le point d'abscisse A qui appartient à la courbe représentative, mais ça veut dire que du coup, son ordonnée, c'est nécessairement l'image par la fonction f de A. Donc le point A, il a comme coordonnée A, f de A. Et donc on remplace dans cette équation y par f de A et x par A. Et vous allez me dire, c'est compliqué, mais en fait, f de A, f' de A et A sont des constantes. Oui, on ne peut pas les simplifier, mais on peut exprimer P en fonction de toutes ces constantes.
Et donc on obtient cette équation-là, où vous avez en fait tout ce terme qui est égal à P. Alors c'est pas exactement la formule que vous avez, mais si vous regardez bien la formule que l'on vous donne, vous avez un f' de A qui est factorisé. Ben, c'est exactement ce que vous voulez faire. Vous allez factoriser les deux premiers termes par f' de A, et vous allez bien retrouver cette équation. Donc démonstration qui est instructive, qui n'est pas évidente, qui est assez abstraite, mais voilà, qu'il faut au moins comprendre les idées principales. Un chapitre qui n'est pas si évident que ça, donc il ne faudra pas hésiter à revoir cette vidéo pour bien comprendre toutes les notions. Bon, bah, j'espère que ça t'a quand même éclairé sur cette notion, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bon travail à toi en mathématiques.